L'Arctique attire de plus en plus les grandes puissances mondiales, États-Unis, Russie, Chine. Les cartes semblent se redistribuer dans la région sur un plan géopolitique et stratégique, avec particulièrement le Groenland au cœur des discussions ces derniers mois. Quels impacts sur la zone? Quel est le rôle de l'Union européenne dans cette nouvelle approche? Et surtout, comment la France se voit obligée de changer de stratégie dans la région. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et l'océan et envoyé spécial du président de la République. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, lors de son déplacement au Groenland en juin 2025, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture d'un consulat général à Nuuk, qui est la capitale du Groenland, on le rappelle. Est-ce que cette annonce était une façon d'envoyer un message, notamment face aux évolutions diplomatiques des différents acteurs de la région et surtout aux menaces d'intervention ou de rachat du Groenland de la part des États-Unis? Vous savez, je pense que dans le moment actuel, il y a plusieurs manières de faire. Dans le moment complexe de la géopolitique que nous vivons aujourd'hui, et le ministre Jean-Noël Barrot l'a rappelé encore à la conférence des ambassadeurs, soit vous considérez qu'il n'y a rien à faire, donc vous vous battez pas, vous laissez faire les autres qui ne respectent pas les règles du droit international. Soit vous faites comme eux, c'est-à-dire que vous passez au stade de la brutalisation et vous-même vous ne le respectez pas. Soit la voie qui est la voie française, c'est de rappeler qu'il y a un cadre et je parie, et nous parions tous, nous les diplomates, que ce cadre n'est pas dépassable, il ne sera pas dépassé. Il y a un cadre qui est celui du droit international et Mhm. que tous les pays, fussent-ils plus grands, doivent et vont respecter. Et ce cadre ne permet pas d'envahir, d'attaquer, ni même, a priori, de racheter un pays qui a sa souveraineté. Je parle du Danemark avec évidemment la relation qu'il a avec le Groenland. Olivier Poivre d'Arvor, on entend, vos arguments. Évidemment, on parle du droit international. En plus, d'un État qui appartient, à un État souverain, donc le Groenland, au Danemark. Bien entendu, il existe du droit international, mais les événements de ces derniers jours, évidemment, je fais référence au Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro, montrent aussi que ce droit international peut être, bafoué, notamment par les États-Unis. Alors, les deux situations ne sont pas comparables du Mmh. tout. De la bouche même des Américains, hein. Donc, vous avez une situation qui est caractérisée au Venezuela et où les Américains et la communauté internationale considèrent que le président Maduro n'est pas le président légitime. Mmh. Et à partir de là, il y a tout un récit, un narratif américain qui explique ce qui s'est passé. S'agissant du Groenland, on est dans une situation complètement différente. Mmh. Vous le savez, je le rappelle en permanence, il s'agit de citoyens, les Groenlandais européens, même si le Groenland n'est pas un territoire de l'Union européenne, mais il s'agit de citoyens européens, Mmh. euh, et que donc le privilège évidemment parfois des anciens dirigeants ou aussi des journalistes, c'est d'aimer les scénarios de politique fiction. Nous, diplomates, on est là pour vous dire la vérité, la réalité des faits. Mmh. Or, y compris dans les scénarios de prospective, il n'y a pas de scénario d'une invasion du Groenland par une armée étrangère. Mmh. Alors, il peut y avoir une forme de présence renforcée. Je vous rappelle par ailleurs, en tout cas, qu'il y a un certain nombre d'articles qui existent, que ce soit la clause de défense mutuelle de l'Union européenne, que ce soit l'article 5 de l'OTAN, qui est aussi un autre levier Mmh. important, qui font que cette hypothèse est non seulement invraisemblable, mais ne se fera pas. Il n'y aura pas d'invasion militaire américaine, de plus, pas plus qu'il y a d'ailleurs entre nous aujourd'hui, de risque d'une invasion russe Mmh. ou chinoise du Groenland. J'y vais souvent, je connais, j'y Oui. retourne bientôt. Et donc, voilà, il y a des présences, il y a un intérêt marqué d'un certain nombre de pays pour cette région, mais euh, on est à peu près certain, en tout cas, sauf à faire activer un traité qui existe entre le Danemark et les États-Unis, qui permet en effet aux Américains, il faut le rappeler, qui ont une base au nord du Groenland avec aujourd'hui 150 hommes,
d'augmenter, s'il y a un accord mutuel entre, je crois, le Danemark et les États-Unis, d'augmenter le nombre, la présence de la force américaine. Ça, c'est une hypothèse. Mais ça regarde les Danois et les Américains dans une discussion. Alors, vous pouvez toujours imaginer une politique fiction avec une émission de télévision en direct du Groenland où on filme les hommes qui viennent se rajouter au contingent des 150, des Américains qui viennent. Mais enfin, tout ça est plutôt du théâtre que la réalité. La réalité, c'est qu'il y a de la tension, qu'il faut baisser le seuil de tension, que l'Union européenne doit avoir une position, est en train de la construire, au-delà des déclarations qui ont été faites, qui ne sont pas négligeables, hein. Je pense que les déclarations qui ont été faites au-delà de l'Union européenne, d'ailleurs, par le chancelier Merz, mais aussi le président Macron, mais aussi évidemment le Premier ministre britannique, Starmer, ou la Première ministre danoise, Madame Mélanie, il y a un grand consensus sur ce que doit dire l'Union européenne à ceux qui voudraient s'emparer d'un territoire de manière non légitime, c'est non. Et ce non, bah, il faut que les États-Unis l'entendent. Et je pense qu'à cette heure-ci, ils l'entendent fortement. Un nom que a rappelé, Jean-Noël Barrot, hein, ce matin, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit devant les ambassadeurs: «C'est aussi notre droit de dire non à un allié historique lorsque sa proposition, n'est pas acceptable». J'aimerais juste revenir sur quelques points que vous avez évoqués dans la réponse, précédente. Vous avez parlé de la base militaire, américaine au Groenland, hein. Il s'agit évidemment de Pituffik. Il y a très peu de militaires américains, vous avez dit 150, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas à tout moment augmenter le nombre de militaires, la présence militaire dans cette base, les Américains? Si, si le Danemark, comme je l'ai dit, si le Danemark le souhaite, Seulement si le et Danemark le s'ils souhaite? sont d'accord. Oui, ils ne peuvent pas le faire de manière unilatérale. D'accord. Je voudrais aussi revenir sur autre chose que vous avez dit. Vous avez parlé de la zone, voilà, vous avez parlé de conflit. Est-ce que, Olivier Poivre d'Arvor, selon vous, cette zone, le Groenland, l'Arctique, hein, plus largement, est une future, zone de conflit? Parce qu'il y a des enjeux qui sont non seulement terrestres, mais, aussi, maritimes et qui sont énormes. Oui, c'est clairement une zone de conflit. On a retravaillé notre stratégie polaire juste avant les fêtes de fin d'année. Et donc, nous disons clairement, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des départements ministériels, c'est-à-dire les armées, Mmh. évidemment. Euh, Nous disons évidemment qu'il y a là, et on le voit, des risques de potentiels conflits. Pourquoi? Parce que vous avez au même endroit, qui n'est pas très grand l'Arctique, hein, Mmh. l'océan Arctique, c'est le petit océan de l'ensemble des océans qu'on connaît. Vous avez là à la fois des ressources considérables, économiques considérables, qu'il s'agisse des énergies fossiles évidemment, qui se trouvent pour l'instant pas encore exploitées, mais qui sont en très grand nombre. Je vous rappelle que la Russie tient 17% de son PIB vient des ressources pétrolières et gazières de l'Arctique. Donc c'est une affaire sérieuse Mmh. pour la Russie. Mais c'est une affaire sérieuse pour les Américains comme pour les Canadiens, pour ceux qui exploitent d'ailleurs ces énergies fossiles. Elles sont en nombre considérable. Et vous avez, en effet, dû au changement climatique qui s'ajoute au changement géopolitique ou au changement géopolitique qui s'ajoute au changement climatique, en tout cas, à ce dérèglement, vous avez, par le fait de la fonte des glaces de mer, vous avez la possibilité, qui était à l'époque, il y a encore 3 4 ans, quand j'ai pris mes fonctions comme ambassadeur des pôles, à la suite d'ailleurs de Michel Rocard, parce que Ségolène Royal, mais premier ambassadeur des pôles, Michel Rocard, attire l'attention de l'Europe en tant que Français, comme ambassadeur arctique, sur ces potentiels conflits. Ce qui va se passer probablement dans les 5 à 10 ans à venir, c'est que cette route du Nord, la route commerciale du Nord, qui est aujourd'hui très peu fréquentable parce qu'elle n'est pas complètement accessible pendant une période de l'année, cette Mmh. route du Nord va accueillir une partie du commerce maritime. Et ce commerce maritime mondial, il va être sous souveraineté russe. Mmh. Et il ne va pas se faire uniquement avec les Russes. Les Chinois, évidemment, sont intéressés à la question du commerce maritime. Et donc là, vous aurez une alliance forte sino-soviétique qui évidemment représente une menace pour les Américains et pour d'autres, et pour les Européens. Et qu'il y a clairement, en effet, ce besoin, et je crois que c'est le rôle de l'Union européenne, c'est le rôle de la France au sein de l'Union européenne,
Nous sommes un observateur du Conseil de l'Arctique, mais nous avons une longue histoire avec l'Arctique et y compris Mhm. avec le Groenland. C'est notre rôle de calmer le jeu et de construire les éléments d'équilibre qui, dans les années à venir, vont, j'espère, détendre les tensions que certains veulent développer. Olivier Poivre d'Arvor, vous avez évoqué la stratégie polaire retravaillée par la France durant les fêtes de fin d'année. Est-ce que cette nouvelle stratégie ne va pas amoindrir comment dire, le financement de la recherche scientifique, parce que c'est aussi pour ça que la France est énormément implantée dans l'océan Arctique, au profit de la défense, justement? Non, vous savez, nous, notre seul souhait et notre seule volonté, nous Français, nous Européens, c'est de faire de la science et de faire de la paix. Exactement ce qui Mhm. se passe en Antarctique pour l'instant. Et donc, la paix, tout le monde la souhaite. Et je pense que tous les États européens qui sont présents dans le Conseil de l'Arctique le souhaitent évidemment très fortement. Et la science est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe dans cette région. Car la vraie compréhension, c'est celle du changement climatique. Et Mhm. la science est absolument indispensable. Donc nous, au contraire, nous avons beaucoup développé depuis maintenant 3 ans notre présence en Arctique. Je vais rejoindre demain dans le golfe de Finlande la station arctique Tara, qui va faire un travail pendant les 20 années à venir pour mesurer les effets du réchauffement climatique. Nous allons ouvrir ce consulat, nous allons développer, j'irai le présenter dans quelques semaines, un grand programme de coopération scientifique avec les Groenlandais, entre Français et Européens. Il y a une concertation européenne aussi importante sur ce développement de la coopération scientifique. Mais ceux qui ont empêché aujourd'hui que la coopération scientifique se développe en Arctique, ce sont les Russes, qui, par leur attaque de l'Ukraine, ont évidemment conduit à ce qu'il y ait plus de relations entre nos Mhm. scientifiques et les leurs. Et il ne faudrait pas que ce soit les Américains qui, à leur tour, euh, par manque d'intérêt pour la recherche scientifique ou par manque de croyance dans les effets du changement climatique ou dans la réalité, en tout cas, de ces enjeux-là, disparaissent du champ scientifique. Donc, c'est en européen, une fois de plus, avec les Italiens, avec les Allemands, avec qui nous avons d'ailleurs une base en Arctique, nous les Français, hein, Mhm. au Svalbard, c'est avec ces partenaires que nous pourrons construire, je pense aussi aux Polonais, une chance commune, une chance partagée et une chance au service des populations. On a très peu parlé des populations dans cette discussion que nous avons, mais à la différence de l'Antarctique, ici, vous avez 56 000 personnes au Groenland. Et ces 56 000 personnes, on les a rencontrées pour certains d'entre eux avec le président de la République. Il a eu l'occasion vraiment d'échanger avec beaucoup de jeunes ne veulent pas qu'on décide à leur place. Et ils décideront un jour s'ils souhaitent être indépendants. Il y a une discussion qui était en cours avec le Danemark, mais ils décideront aussi de ce qui peut se passer dans les semaines et mois à venir. Et je crois que ce qu'on entend de cette souveraineté du peuple, c'est qu'elle n'a pas choisi de devenir américaine, cette grande partie du peuple. Donc voilà, je pense que les choses sont à regarder avec un peu d'effet de distance. Les diplomates, ils ne sont pas là pour freiner mais ils sont là pour accélérer et rappeler en permanence que le droit, pour un pays, un grand pays, une grande démocratie comme les États-Unis, est une barrière infranchissable. Alors, vous avez parlé de la science, de la recherche, pour répondre à ma question, comme indispensable, surtout face au changement climatique. Vous, en tant qu'ambassadeur pour les pôles et l'océan, comment est-ce que vous avez réagi au retrait des États-Unis des 66 organisations internationales, dont le GIEC? C'est grave, c'est grave que le premier pays, je suis ambassadeur des océans, la première zone exclusive économique au monde, un grand pays de science, prenne cette position. Alors, ce qui est rassurant, c'est que la science aux États-Unis, elle n'est pas décidée par la Maison-Blanche. Et donc, il y a des très grands laboratoires de recherche qui existent, privés, par les universités, qui font un travail et qui font un travail sur le changement climatique et qui donc participeront à travers des savants, j'imagine, des scientifiques au GIEC. Il y aura des Américains toujours présents au GIEC. Mais en effet, le gouvernement américain a fait ce choix. Ceci dit, je vais vous dire, on peut très bien faire sans les États-Unis dans ces grandes discussions. On peut très bien faire.
Je vous donne un exemple très simple. Et sans les financements Moi, des j'étais États-Unis? Voilà, tout n'est pas d'abord une question de financement. D'abord, il y a un cadre multilatéral qui s'appelle les Nations Unies. Ces Nations Unies, il suffit de s'emparer des réunions et des COP qui sont proposées pour travailler sur ces questions de changement climatique. Et donc, en se retirant de ce système-là, les États-Unis retirent leur voix. Mais Mmh. les COP fonctionnent sans leur financement, hein. Donc, il y aura une COP à Antalya pour le climat en Turquie au mois de novembre. De même qu'il y a eu une conférence des Nations Unies sur l'océan, je vous le rappelle, qui s'est tenue à Nice. Euh, Tous les pays du monde étaient présents, quasiment. Il en manquait trois, quatre, dont Mmh. un qui est le seul qui a voté contre la déclaration politique de la conférence des Nations Unies sur les océans. Ce sont les États-Unis. C'était une nouveauté. Enfin bon, on a découvert à ce moment-là, en effet, que ça serait un partenaire difficile, bien que premier actionnaire du sujet maritime, normalement. Mais on a fait avec, et nous allons, dans maintenant, je crois, le 17 janvier, dans quelques jours, pouvoir ratifier et pouvoir annoncer la mise en œuvre d'un traité qui va concerner l'ensemble de la planète, le traité sur la haute mer. 50% de la surface du globe, 70% de la surface des mers. Cet espace va bénéficier d'une nouvelle gouvernance. Alors les États-Unis n'ont pas signé, mais comme pour beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas présents, parce qu'ils ne croient pas de la même manière, peut-être que nous, dans ce système multilatéral, ce traité s'appliquera. Je crois qu'il faut considérer quand même qu'une voix est une voix aux Nations Unies et que les Kiribati valent autant que la Russie, la Chine, Mmh. les États-Unis ou un autre pays de l'Union européenne. Voilà, donc un peu de raison, un peu de distance, laissons parler certains et puis nous agissons et agissons en Européens. Alors Olivier Poivre d'Arvor, pour revenir, rapidement, j'ai encore 2 questions, sur, cette, annonce de l'ouverture d'un consulat général à Nuuk, au Groenland. Est-ce que c'est pas aussi une manière de montrer qu'au-delà des enjeux stratégiques, militaires, territoriaux, de ressources, qu'il y a des gens à défendre, hein? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, en article, il y a des gens qui vivent, il y a pas que des scientifiques. Comme l'a rappelé d'ailleurs le 1er ministre du Groenland, hein: «Notre pays», je le cite, «n'est pas un objet de rhétorique des superpuissances. Nous sommes un peuple, une terre et une démocratie». Donc est-ce que vraiment là, je vous repose la question, est-ce qu'il n'y a pas urgence à ouvrir, ce consulat le plus vite possible? Avez-vous une date? Est-ce que ce sera en janvier, en février? Écoutez, le 15 juin, la décision a été annoncée par le président de la République. Je crois savoir que un consul a été une personnalité, en tout cas, je ne vous dirai Mmh. pas si c'est un homme ou une femme, a été retenu et qui va prendre ses fonctions ou elle va prendre ses fonctions très, très rapidement. Voilà, c'est une question maintenant administrative. Oui. Je rappelle qu'il faut avoir les accords des autorités locales. Et qu'est-ce que nous allons, à travers ce consulat, qui n'est pas un consulat de façade, mais qu'est-ce que nous allons vouloir montrer? Tout simplement que d'abord, il y a un lien historique considérable. Quel pays, autant que la France, a documenté, exploré le Groenland? Par rappeler Charcot, Paul-Émile Victor ou Jean Mallory. C'est Jean Mmh. Mallory, il y a encore peu de temps, ce très grand spécialiste des populations autochtones du Groenland a demandé à ce que ces cendres soient déposées au Groenland. Elles l'ont été, je crois, cet été, quelques mois après sa mort. Donc, il y a cette longue tradition d'amitié avec le peuple groenlandais que nous connaissons assez bien et qui connaît la France. Il y a un certain nombre de chercheurs groenlandais qui vont en France, des Mmh. étudiants aussi. Puis, au-delà de ça, il y a en effet toutes les perspectives, les projets, y compris dans le domaine économique, hein. Les Groenlandais savent qu'ils ont des terres rares et des matériaux critiques. Et donc, cette discussion a eu lieu aussi quand le président de la République était présent à Nuuk. Et évidemment, la coopération scientifique dont je parlais, qui est un élément important. Et puis, la présence consulaire. C'est quand on installe un consulat dans toute l'histoire diplomatique, ça veut dire que vraiment en accord complet avec le pays où on s'installe, quelque chose se construit. Voilà, c'est pas un mobil-home qu'on déplace. Un consulat, Mmh. ça s'installe, ça reste là pour sinon l'éternité, mais en tout cas pour très longtemps.
Alors ce sera ma dernière question. Face, à ces menaces d'intervention ou vraiment cette volonté de racheter le Groenland de la part des États-Unis, peut-on toujours considérer que les États-Unis sont nos alliés? Bah, ils le sont historiquement. Là, il y a une parenthèse un peu particulière, mais je pense que tant le président de la République que le ministre des Affaires étrangères, l'ont bien qualifié, ces derniers jours avec la conférence des ambassadeurs. C'est un moment très singulier. Mais nous rappelons aux Américains, en disant non à un certain nombre de leurs propositions, que la force ne crée pas le droit, qu'aucune puissance ne peut décider du territoire qui appartient légitimement à son peuple, que, pour être plus précis, la souveraineté du Groenland n'est pas négociable, que le Groenland n'est pas à vendre. Et la voix française est écoutée. Alors on Mmh. peut considérer que la France est plus petite que les États-Unis, c'est vrai, ça, je vous le concède. Mais l'Union européenne, c'est un autre format, et donc je pense que il faut savoir répondre et retrouver un jour, je pense, cette alliance féconde qui a été très longtemps et en période de guerre et de révolution, celle qui a construit la relation entre la France, l'Europe et les États-Unis. Et je suis persuadé que notre voix, nous sommes persuadés que notre voix sera non seulement entendue, mais sera effective et permettra au Groenland de rester ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple souverain dans sa relation avec le Danemark, un grand pays de l'Union européenne et un ami et un allié. Merci beaucoup, Olivier Poivre d'Arvor, d'avoir répondu à nos questions au micro, de BFM2. Je le rappelle, vous êtes, ambassadeur pour les pôles et l'océan, envoyé spécial du président de la République. L'information continue sur BFM2.